il y a quand même toute une panoplie. Hein, le chantier du siège du Parlement. Du siège, le lancement donc, des travaux. J'ai parlé de 18 réformes. Il y a beaucoup de choses. Il y en a assez. Tout à fait. Et il y a surtout la DAJUL, qui est la direction des affaires juridiques et de la logistique. Il y a aussi le CERFOP. C'est l'une des directions stratégiques mises en place par le président du CNT, tout comme le CERFOP, donc le Centre d'études, de recherche et de formation parlementaire. Ce sont deux directions qui viennent, en tout cas, renforcer le dispositif opérationnel du Parlement à travers, bien sûr, l'administration parlementaire. Et je souhaiterais qu'on s'y attarde, monsieur le co-secrétaire général. Absolument. Oui, non, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est vrai, je devrais aussi citer, les réformes ont consisté aussi en la mise en place, justement, de ces services. Je crois que le président du CNT a mis en place 3 services, c'est-à-dire que 3 directions. Il y a la direction des affaires juridiques et de la logistique, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier directeur, donc le premier chef de service. Il y a le Centre d'études de recherche et de formation parlementaire, le CERFOP, mais également il y a la direction de contrôle, dont je ne retiens pas souvent le nom. La contrôle financier. Du contrôle financier. Oui. Donc ces directions-là sont là. Maintenant, pour parler donc de la DAJUL. La DAJUL, vous avez raison de dire qu'il faut s'y attarder, parce que quand la DAJUL avait été créée dans un contexte de prise de fonction des conseillers nationaux à l'époque, beaucoup avaient perçu la DAJUL comme étant une direction qui venait effacer la DSL. Ah oui, qui venait se substituer à la DSL. Oui. Et qui... Voilà, donc de ce point de vue, c'était un peu mal perçu. Mais puisque le président du CNT avait sa vision, et elle était claire, il n'a pas tremblé, il est resté tranquille. Donc il a simplement donné les missions, donné les attributions, et nous, on s'est mis au travail. Donc cette direction-là, comme je l'ai dit, le président, vous savez, l'institution... En tant que tel, le Parlement en tant que tel n'a pas de conseil juridique. C'est le président du CNT qui a un conseil juridique. C'est-à-dire, quand vous regardez dans l'organigramme, dans les conseillers du cabinet, le président du CNT a un conseil juridique. Tout à fait. Mais le conseil juridique du président de l'institution n'est pas le conseil juridique de l'institution, c'est-à-dire que entièrement. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est de ce point de vue que le président du CNT a estimé qu'il fallait créer un service juridique. Un service juridique. Pour de plus en plus sécuriser juridiquement l'institution. Pour sécuriser juridiquement l'institution, c'est-à-dire pour pouvoir donner des avis motivés, juridiquement parlant, à chaque fois qu'on veut poser un acte dans tel ou dans tel domaine. Nous avons plus de 10 directions. Nous commerçons, on est en contact avec l'extérieur. Nous achetons des choses, on voyage, on fait des trucs. Donc, il y a des accidents qui peuvent se produire dans le cadre de nos interactions avec toute cette galerie d'acteurs avec lesquels on peut être en contact dans l'exercice justement de nos missions. Donc, pour ce faire, il faut que les contrats, je viens de vous dire que hier j'ai signé un contrat hier. Donc, il nous faut des services pour qu'avant, par exemple, que nous lançons des choses comme ça, là, un service juridique est constitué, de techniciens à la matière, qu'on peut consulter pour qu'ils nous donnent des avis motivés. Et pour qu'on ne signe ou qu'on ne s'engage dans des actions qu'à connaissance de cause. Justement. Donc le président a estimé qu'il fallait ça. Et je vous rappelle qu'actuellement, nous sommes trimballés par un certain nombre de travailleurs, de l'administration parlementaire, qui étaient là, pas pendant notre temps, mais qui étaient là à l'avant, aujourd'hui, qui ont trimballé l'institution en justice. Donc la création de la direction des affaires juridiques et de la logistique est motivée, bien entendu, par toutes ces considérations-là. Donc une sorte de conseil en amont qu'il faut donner aux services, aux autres services, donc disons au CNT, ou à l'Assemblée nationale, ou au Parlement, mais également en cas d'éclatement d'un litige, que ce service-là puisse se saisir du problème pour indiquer les voies et les actions appropriées à mener pour se soustraire, bien entendu, des accidents qui peuvent intervenir. Maintenant, la dimension logistique. Oui, effectivement. La dimension logistique. Donc, la logistique, le président du CNT a estimé que, puisque l'essentiel des travaux parlementaires, c'était l'élaboration des lois, et que nous, on a hérité d'un contexte... Le contexte, il était un peu désert, même si j'ai une obligation de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés pour le travail technique, pour le travail qu'ils ont accompli. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. C'est sur la base de ça qu'on a pu se tenir. Mais sur nombre d'aspects, il y avait des défis à relever. Quand je vous dis, il n'y avait pas, par exemple... En tout cas, il n'y avait pas de document de référence. Vous savez, M. Barry, la logistique, ce n'est pas enseigné dans les écoles, ce n'est pas enseigné dans les lycées, ce n'est pas enseigné dans les universités. Or, la logistique, c'est la science de l'élaboration de la loi. La logistique comporte la méthodologie, les techniques, les voies et moyens par lesquels, bien entendu, le législateur élabore la loi. Donc si, demain après-demain, parce que ça peut arriver demain qu'on vous présente dans votre quartier et que vous vous retrouvez subrepticement au Parlement comme parlementaire. Surtout que les acteurs politiques, on sait que les députés, parfois, c'est pas des... Ils ne sont pas juristes. Ils ne sont pas des juristes. Et même les juristes, même quand vous êtes simplement juriste, vous savez, être juriste,
ne fait pas de vous un légiste. Hein. Justement, c'est... La technique, la science par laquelle s'élabore la loi est différente de la science de la connaissance, bien entendu, du droit. C'est différent. Donc, le président a estimé qu'il fallait faire ce travail-là. Il fallait démystifier la loi. C'est-à-dire qu'il fallait décortiquer, faire en sorte que chaque travailleur parlementaire ici, chaque parlementaire et chaque administrateur parlementaire puisse maîtriser le mécanisme par lequel la loi s'élaborait. Et c'est ce travail, nous on s'est attelé au niveau de la DAJUL. Nous avons travaillé dans le sens de la mise en place d'un guide de la légistique, c'est-à-dire un instrument, un document de référence qui va faire qu'à chaque fois qu'un texte, le gouvernement nous saisit d'un texte ou qu'un parlementaire initie une proposition de loi, qu'on puisse examiner objectivement et efficacement ce texte à l'aune des principes et des règles qui sont consacrés dans ce guide-là. Et aujourd'hui, je dois vous dire que c'est un succès. Ah oui, puisque le président n'a pas voulu ce document que pour le CNT. Il a voulu ce document pour toute la nation. Oui, voilà pourquoi quand on a fini de l'élaborer, quand on a fini de l'élaborer, effectivement, on a associé au niveau du secrétaire central du gouvernement, notamment le secrétaire général du gouvernement, le ministre de la Justice, les magistrats, les avocats, à travers un atelier continu, je crois, de plus de 10 jours. 10 jours, n'est-ce pas, dans un complexe hôtelier de la place. Donc l'ensemble de ces acteurs, le monde universitaire, les professeurs d'université, de droit, sociologie et autres, tous ont été invités et ils ont donné leur grain de sel. Donc ce document-là, aujourd'hui, qu'on a, ce n'est pas un document du CNT, mais c'est un document national. Donc qui va non seulement inspirer l'élaboration des lois, inspirer l'élaboration des décrets, donc des actes réglementaires, mais également servir même l'administration à la base. Oui, parce que l'un de vous arrêtez, monsieur le secrétaire général, et le constat préalablement qui a été fait lorsque des projets de loi et d'autres textes de l'exécutif atterrissaient sur la table du Parlement, il y avait quand même quelques défaillances techniques liées à l'ossature et à la forme qu'il fallait donner à ces textes pour qu'ils soient recevables ici au Parlement. C'est à partir de ce constat, je crois bien qu'il y a eu ces initiatives, mais déjà inspirées du président du CNT. Aujourd'hui, avec l'avènement de ce guide, les choses vont forcément changer parce que au niveau de la source déjà, d'où la loi vient, et les gens tiendront compte de ces spécificités qu'il faille implémenter par rapport en tout cas à la rédaction de ces projets de loi, à l'exposé des motifs. Et ce résultat aujourd'hui est à mettre à l'actif du CNT, naturellement. Du CNT et sous le leadership éclairé de son président. Donc c'est ça, vous l'avez dit. Hein, ça dit un texte de loi, vous savez, quand on dit au début article, alinéa, exposé des motifs, c'était ésotérique. C'est fermé, on avait peur. On se demande, mais comment ça se passe, comment un texte de loi est généré. Hein? Et c'est de ce point de vue qu'il faut voir l'ampleur, qu'il faut intégrer, n'est-ce pas, la dimension très élevée du leadership visionnaire du président du CNT. Parce que lui, il a compris que ça, c'était un problème. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'il a constaté depuis qu'il était parlementaire. Parlementaire ici en 2010. En fait, c'est là qu'il a commencé à comprendre que ce problème était là. Mais sa station d'alors ne lui permettait pas d'initier une action d'envergure comme il l'a fait aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, son retour en tant que président du CNT cette fois-ci a été une sorte de revanche par rapport à tout ce qu'il avait fait comme constat sur les pans à travers lesquels le Parlement dysfonctionnait un peu. Et donc aujourd'hui, M. Bari, je pense que ne serait-ce que ça en termes de réforme, on a fait beaucoup. Parce que ça va rester. Ça va servir les parlementaires à venir. Ça va servir le gouvernement. Ça va servir les administrateurs territoriaux. Puisque les préfets, ils élaborent ce qu'on appelle les arrêtés préfectoraux. Les maires élaborent ce qu'on appelle les arrêtés municipaux. Donc, ce document-là, bien entendu, on n'a pas été, si vous voulez, nombriliste. On est allé au-delà du Parlement, on a pensé à la Guinée. Donc, on a élaboré un document qui va élaborer tout administrateur guinéen, même au-delà de la Guinée, où que vous soyez. En tout cas, vous pouvez trouver les rudiments, les éléments de base pour vous aider, bien entendu, à poser des actes. Alors, quoi, il a tellement que le débat est intéressant, on n'a pas vu le temps passer. Non, on continue. Alors, je viens de recevoir, il faut préciser une note, en tout cas un message du responsable de la télé qui nous accorde 15 minutes supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que déjà... l'intérêt qu'on a par rapport au sujet, donc nous profitons. Donc, il y a aussi cette question, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, après cette remise solennelle du projet de nouvelle constitution, on a vu la lecture intégrale du document sur la télévision nationale, il y a aussi
des actes, pas des moindres, qui notamment pointent à l'horizon. On parle également de vulgarisation du projet, mais aussi le référendum. Et les acteurs les plus essentiels dans tout ce processus-là, quand même, c'est l'administration parlementaire qui accompagne les conseillers nationaux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut entendre de vous? C'est pas de dispositions qui pourraient consolider tous ces processus majeurs là, qui restent à venir en termes de résultats comparativement à ce qui était déjà fait au niveau de l'élaboration du projet de constitution. Je n'ai pas très bien compris la question. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en tant que secrétaire général en termes d'appui de l'administration parlementaire pour consolider non seulement c'est-à-dire, la campagne qui est en vue, mais aussi la participation massive de la population pour que le référendum soit historique en Guinée? Ce qu'on peut attendre du secrétaire général que je suis sous le leadership du président du Conseil national de la transition, c'est d'attendre que le temps d'abord soit donné. Vous savez, le texte, là, désormais, même pas désormais, il est au niveau du président. De l'exécutif. Tout à fait. Et Dieu merci, un grand pas a été franchi à travers la lecture intégrale. Ouais. Donc, ce qui va s'en suivre, on doit effectivement, vous l'avez bien précisé, M. Barry, ce que l'action en vue aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Et ça aussi, ça mérite d'être mentionné, M. Koïla Diallo. On n'était pas habitué de ce qu'on appelle, la vulgarisation. Vous savez, la vulgarisation juridique, c'est le processus par lequel, à l'occasion de l'élaboration d'un nouveau texte, on vient vers les populations, puisque le texte est destiné à s'appliquer à elles plutôt, pour leur expliquer le contenu de la loi. Vous savez, quand vous expliquez le contenu d'un texte de loi à des citoyens ou aux populations, vous les prédisposez à un respect total et scrupuleux justement de cette loi. Et qui sont les véritables gardiens de la Constitution. Et qui sont les véritables gardiens de la Constitution. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai dit, quand à chaque fois qu'on m'a posé la question, on dit, M. Camara, c'est-à-dire, quels sont selon vous les gages, n'est-ce pas, les gages de la stabilité de cette Constitution-là? Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Les gages de la stabilité de cette Constitution résident dans son processus d'élaboration. Vous savez, un texte est fait au nom et pour le compte des populations. C'est pour les populations qu'on a fait le texte-là. Et nous, on a décomplexé ce processus-là. On a invité les populations à toutes les étapes, en amont et en aval. Et donc aujourd'hui, ils sont au courant de tout ce qui est dedans. Dans la mesure où eux-mêmes ont contribué à consacrer pas mal de dispositions. Donc demain après-demain, en cas de tentative pour toucher à cette Constitution, c'est eux-mêmes qui vont s'élever pour dire non, écoutez, ne touchez pas cette chose-là, c'est notre instrument. Tout à fait. Vous savez, contrairement à la Constitution de 2010, là également, je ne suis pas en train de m'attaquer à X ou à Y, mais vous avez vu, le processus était obscur. On ne sait pas, jusqu'à là où on est comme ça, est-ce que quelqu'un peut vous indexer pour dire, bon, c'est eux qui ont élaboré la Constitution? Vous ne le savez pas. Ce n'était pas transparent. Donc ça ne respectait pas les règles démocratiques. Alors aujourd'hui, ce que moi je peux dire, si vous posez cette question-là, c'est que l'administration parlementaire est mobilisée. Mon rôle en tant que secrétaire général, sous la férule éclairée du président du CNT, c'est de mobiliser l'administration parlementaire, de dire à l'administration parlementaire de se tenir prête, parce que l'administration parlementaire a joué un rôle actif, un rôle de premier plan dans toutes ces phases. Donc elle maîtrise aujourd'hui à la fois l'esprit et la lettre de chaque disposition constitutionnelle. Donc nous attendons le temps quand c'est donné, et je dois préciser que le président du CNT s'est réjoui du fait que désormais l'action de vulgarisation qui doit se faire dans une dimension nationale, c'est-à-dire en étroite collaboration avec un acteur important qui est le gouvernement. Le gouvernement a joué un rôle de premier plan, parce que le gouvernement a été reçu ici. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le gouvernement a brillé de par la qualité, de par la pertinence, bien entendu, des propositions qu'ils ont apportées ici. Je veux profiter de me joindre à M. le président du CNT dans son discours pour rendre un hommage vibrant au gouvernement incarné au plus haut niveau par son leader, c'est-à-dire le Premier ministre M. Amadou Riba, pour le débat, pour la qualité du débat, pour le temps et pour le sens hautement républicain qu'ils ont eu d'être avec nous jusque tard ce jour-là ici pour donner leur point de vue et qui a permis bien entendu de bonifier et de consolider le texte constitutionnel. Donc c'est une administration publique, c'est une administration parlementaire mobilisée, une administration parlementaire apprêtée qui n'attend que le temps soit donné pour justement se lancer dans cette épreuve de vulgarisation, c'est-à-dire d'explication du contenu du texte constitutionnel aux populations, pour les prédisposer à comprendre le texte constitutionnel et pour faire en sorte que, quand ils vont être convoqués le 21 septembre,
qu'ils ne votent oui. en connaissance. Oui, parce que l'objectif, monsieur le secrétaire général, vous l'avez dit, c'est de conférer à ce projet de nouvelle constitution toute sa légitimité. Et sa légitimité tire son essence de par la participation de ces populations-là, qui sont déjà au bain du contenu à travers, bien sûr, cette campagne de vulgarisation qu'il y a eu d'abord autour de l'avant-projet de constitution. Aujourd'hui, nous avons le projet qui a été relativement, en tout cas, consolidé au regard de tous les apports qu'il y a eu au document qui est aujourd'hui disponible pour le peuple de Guinée. Donc, le combat, l'objectif, naturellement, c'est de conférer un vote 100%, un véritable plébiscite du projet constitutionnel. Je voudrais qu'on revienne un peu au cadre